Ok, alors Macron, il est face à beaucoup de problèmes en ce moment. Le premier d'entre eux, c'est la décrédibilisation qu'il a vécue avec la réforme retraite qu'il a imposée. Nous, on s'était pas laissé faire. Les manifestations, les blocages, la politisation autour de la réforme retraite et de la critique du gouvernement. Mais il y a pas mal d'autres problèmes aussi qui s'accumulent. Il y a des entreprises qui abandonnent leur projet d'usine à cause du coût de l'énergie. Tu as les entreprises stratégiques françaises qui sont vendues aux États-Unis ou à leurs alliés. Tu as les licenciements de masse qui continuent d'avoir lieu. Tu as aussi l'inflation qui reste haute, la crise du secteur bancaire qui attend, tout comme la crise de l'immobilier qui se pointe. Il fallait donc à Emmanuel Macron une contre-attaque pour réussir à convaincre ceux qui pouvaient l'être encore. Et sa stratégie, elle est simple, elle tient en un mot, la réindustrialisation. Il en parle tout le temps en permanence, que ce soit en visitant des usines, en invitant évidemment les caméras, que ce soit directement à la télévision, dans ses allocutions ou ses interviews. Et il faut le comprendre avant tout comme un coup stratégique, parce qu'avec la réindustrialisation annoncée et sa politique spectaculaire sur la sécurité, l'immigration, contre les gens qui sont au RSA ou au chômage, quand il dit qu'il veut baisser les impôts pour la classe moyenne tout en gardant celle des riches et mettre en avant la valeur de l'armée, de la défense, du travail et de l'ordre, en fait, il applique le programme de Le Pen. De cette façon, il fait une offensive contre Le Pen pour récupérer son électorat. Donc vous comprenez bien que les enjeux sont immenses et qu'il faut comprendre un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette réindustrialisation? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà, il faut juste comprendre un petit peu le contexte. Il y a eu une loi européenne il y a quelques temps qui disait en gros, les industriels, vous n'avez plus le droit de vendre des voitures thermiques à partir de 2035. Ce qui les a obligés du coup à repenser toute leur usine pour fabriquer des voitures électriques et les a forcés à réinvestir dans ce nouveau marché en plein développement où tout le monde pouvait espérer s'accaparer des parts et donc augmenter leurs profits. Alors, le raisonnement, il est très simple. C'est les industriels, ils veulent vendre des voitures électriques parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc, ils doivent produire des voitures électriques, dont des batteries électriques. Et pour produire ces batteries électriques, il faut des gigafactories de batteries électriques. Alors, les gigafactories de batteries électriques, ce sont des usines de batteries électriques, mais en plus cool, parce que ce sont des gigafactories, tu vois. C'est genre Elon Musk et tout, il fait des fusées, machin, les voitures, elles sont électriques et pas thermiques, c'est le nouveau monde, c'est l'intelligence artificielle, le bitcoin... Voilà, les gigafactories, il n'y a pas d'usine, que des gigafactories. Alors, en fait, il y a 4 gros projets d'usines de batteries annoncés, tous dans le nord de la France. Tu as ACC, c'est un consortium entre Total, Stellantis et Mercedes. Ce sont eux qui sont le plus en avance, puisque leur usine à Lens va ouvrir cet été. Tu as aussi l'entreprise Envision qui, avec Renault, s'installe à Douai. Et à Dunkerque, il y a 2 usines juste à côté qui vont être construites. D'abord, la start-up française Vector, et aussi l'usine de Prologium, qui est une entreprise taïwanaise, et on va s'arrêter un petit peu devant celle-là. Pourquoi est-ce que cette entreprise taïwanaise a choisi la France? Si on regarde cet article, ils disent que parce que Macron il est stylé, que machin il a fait des voyages diplomatiques, le tapis rouge, bon ok, c'est peut-être pas la vraie raison. Ils disent aussi que l'énergie nucléaire, ça apporte une étiquette zéro carbone à leur batterie, quand ces centrales nucléaires ne tombent pas en panne et quand le prix n'est pas 4 fois plus cher qu'aux États-Unis, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. En fait, la vraie raison, ils le disent, c'est un gros chèque. 1,5 milliard d'euros sur un total de 5,2 d'investissement, c'est-à-dire que le quart de leur investissement à cette entreprise-là est pris en charge par l'État. Et là, il faut bien comprendre cette nuance et ne pas l'oublier, il s'agit de subventions. C'est-à-dire que l'État français ne rentre pas dans le capital de l'entreprise. C'est pas parce qu'il finance 25% de l'usine qu'il possède 25% de l'usine. C'est des subventions données à une entreprise privée, l'entreprise taïwanaise, qui détient 100% des parts de son usine, de son entreprise. Donc en gros, l'État donne de l'argent sans prendre le contrôle des entreprises, ce qui fait que l'État ne va pas pouvoir gérer, par exemple, la gestion de l'entreprise. Ils n'auront pas leur mot à dire puisqu'ils ne seront pas au conseil d'administration. Ils ne vont pas pouvoir décider du taux de dividendes qui vont se faire, du taux de profit qui vont se faire. Ils ne vont pas décider des politiques qui vont faire que est-ce que tu auras 2000 ou 3000 ou 4000 salariés, est-ce qu'on va beaucoup automatiser ou un petit peu moins automatiser pour créer des emplois. L'État n'aura pas ce mot à dire pour savoir qu'est-ce que va produire l'usine, en quelle qualité, en quelle quantité et vers quelle exportation. Et évidemment, l'État ne va toucher aucun profit que pourrait générer cette entreprise-là. C'est juste 1,5 milliard qui sont donnés à des industriels privés. Et là où ça va devenir un peu plus contestable, c'est avec ACC, c'est le consortium. Donc tu as Mercedes dedans qui ont rejoint, tu as Stellantis et tu as Total. Total, pour rappel, alors on a fait plein de vidéos là-dessus, mais ils se sont fait 20 milliards de bénéfices l'année dernière. Et donc ils se disent, tiens, on va construire une usine de batteries électriques avec Mercedes et Stellantis. Ils veulent en construire 3 en Europe. Ils ont un budget de 7 milliards et dedans, tu as des subventions de l'État de 1,4 milliard. C'est-à-dire que tu as à peu près 20% du financement qui est assuré par l'État. Donc une entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices
n'est pas capable d'investir elle-même dans des usines de batteries électriques. Il faut que l'État soit là pour lui assurer 20% de son investissement. Et encore une fois, c'est des subventions, c'est pas des entrées en capital. Donc, même raisonnement qu'avec l'entreprise taïwanaise, l'État ne décidera de rien de la production, de ce qui va se passer avec cette entreprise de ACC. Et pour les deux autres usines, donc l'usine avec la start-up française et l'usine avec Renault et l'entreprise chinoise, on n'a pas les aides qui ont été déployées, mais on sait qu'il y a des aides et donc ça va être à peu près du même rapport, entre 20 et 25%. Donc l'État donne directement par des subventions sans entrée au capital des milliards déjà rien que pour ces usines. Mais c'est pas du tout la seule chose que l'État fait pour attirer ces investissements et faire en sorte que les industriels daignent bien s'installer en France pour produire des voitures électriques et des batteries électriques. On ne compte pas par exemple les nouvelles niches fiscales sur l'investissement, le crédit d'impôt recherche à 7 milliards d'euros qui permet seulement aux grosses entreprises de payer moins d'impôts. Et pareil pour le CICE d'ailleurs, c'est exactement la même chose, ça ne fait rien si ce n'est que les riches payent moins d'impôts, ça coûte 20 milliards par an. Se rajoutent à ça les 150 milliards de subventions d'État aux entreprises et les autres 23 milliards qui rajoutent sur la table spécialement dédiés aux industries vertes. Et en plus de ça, vu qu'il faut bien que les voitures qui soient produites par ces entreprises puissent être achetées par les Français qui ont plus de thunes, et ben il faut rajouter là-dessus des subventions encore, des subventions à l'achat de voitures électriques qui sont colossales. Sans compter les autres déductions fiscales pour inciter à l'investissement, le coût pour l'État colossal de devoir produire de nouvelles centrales électriques pour alimenter toutes les voitures électriques qui vont nous refourguer et surtout pour alimenter ces 4 usines dont une seule d'entre elles consomme comme la ville de Marseille. Il y a aussi des centaines de millions qui sont envoyés dans la formation pour des ouvriers spécialisés de ces industries et enfin des procédures accélérées pour valider ultra rapidement les projets industriels, quitte à s'asseoir sur les normes environnementales et sociales, ça commence à faire beaucoup quand même. Tu ne peux pas dépenser genre 200 milliards par an pour avoir des investissements privés de 10 milliards. Ça n'a pas de sens de faire ça. Tu vois, Macron, à chaque fois, il dit « Oui, l'État est au service de l'économie ». En fait, l'économie, ça veut rien dire. L'économie, c'est une science pour essayer de comprendre comment est-ce que les échanges de marchandises, ça se fait avec les entreprises et compagnie. Tu te mets pas au service de l'économie. En fait, tu te mets au service, là, Emmanuel Macron, il se met au service, en fait, des industriels qui veulent s'installer en France pour pouvoir produire en France et pour pouvoir se faire du fric en France, et que pour ça, ils ont besoin que l'État leur file des milliards, et l'État le fait. L'État se met au service de ces industriels-là, pas au service de l'économie. Donc, soit ils sont capables d'industrialiser pour eux-mêmes, et ils ont le pognon pour faire ça. Total a le pognon pour faire des usines de batteries électriques, d'accord, il y a le pognon pour faire ça, soit ils en sont pas capables, et du coup on fait autrement, ok, on fait autrement. Non, parce que si on avait nationalisé Renault, récupéré les super profits Total pour investir genre 30 milliards dans des usines de batteries électriques, t'inquiète qu'il n'y aura pas eu que 4 pauvres usines dans le nord de la France. On aurait eu beaucoup plus, beaucoup mieux, et on aurait pu poser toutes les conditions qu'on veut en termes d'automatisation, en termes de rendement, en termes d'efficacité, en termes de qualité, de quantité, d'exportation, de dividendes. Et quand toutes ces usines auraient fait des bénéfices, et ben on aurait récupéré ces bénéfices qu'on aurait pu investir dans le service public. Là maintenant, Macron, il case dans le service public pour débloquer du budget pour les industriels, pour qu'ils puissent faire leur usine. C'est juste l'effet inverse en fait. Bref, je me suis un peu énervé, pardon. Je redeviens un journaliste sérieux sans opinion politique. Voilà, je suis droit, comme ça je présente le JT et je vais passer en voix off. Et si l'État français doit dépenser autant, ce n'est pas pour rien, il y a un contexte international. L'année dernière, les États-Unis ont décidé d'investir 369 milliards d'euros sur la table pour attirer sur leur territoire toutes les usines de l'industrie verte. Ce qui fait que l'une des rares industries qui aura pu se développer dans ces prochaines années aurait pu passer sous le nez des Européens si eux n'avaient pas surenchéri avec encore plus de subventions. Et cette concurrence à la subvention, en fait, les grands constructeurs automobiles, ils en sont parfaitement conscients et ils jouent avec ça pour récupérer un maximum de pognon. Volkswagen par exemple, ils ont obtenu 13 milliards de subventions pour leur usine au Canada parce qu'en fait les États-Unis leur proposaient seulement que 10. Stellantis, eux, ils ont trouvé mieux et ils ont abandonné leur projet au Canada. Il y a même Tesla qui a reculé après que l'Allemagne n'ait pas donné assez d'argent. D'où le fait que Emmanuel Macron veut séduire Elon Musk au maximum parce qu'il sait qu'il y a un projet de construction de batteries qui va se faire quelque part en Europe et il veut que ce soit en France, sachant que évidemment ça va être un coup incroyable politique et médiatique si Macron serre la main d'Elon Musk comme ça en disant nous avons un partenariat pour des trucs de batterie, sachant que Tesla c'est encore plus gros, donc ce serait peut-être genre 10 milliards d'investissements. Du coup ce sera incroyable politiquement que Macron fasse ça. Le précurseur suédois Northvolt a lui annulé son usine en Allemagne pour aller aux États-Unis, là où l'énergie et les subventions sont beaucoup plus rentables pour eux. Regardez, la logique elle est simple. Si Macron a besoin de mettre autant de thunes, autant de subventions, autant de crédits d'impôt, c'est parce qu'en réalité ils sont pas concurrents
la France par rapport aux États-Unis, notamment à cause du prix de l'énergie qui est 4 fois plus cher en France qu'aux États-Unis. Et donc, il faut qu'ils compensent avec plus de subventions. Sauf que le coût de production de l'électricité par le nucléaire ou par l'hydraulique n'a pas changé ces derniers mois en France. Donc, l'augmentation des prix qu'on subit va directement dans la poche des financiers à travers le fameux marché européen des énergies. Macron aurait pu donc, avec un seul décret, diviser le coût de l'énergie par 4, mais il a tellement besoin des financiers pour continuer à s'endetter sur les marchés qu'il ne fait rien pour les contrarier. Il choisit plutôt de s'enliser dans toujours plus de dettes et toujours plus de subventions. Et si le gouvernement français a réussi à attirer ces projets, c'est pas parce qu'ils ont fait des choses incroyables, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé mieux ces projets-là. Enfin, c'est con, mais parce que l'État français a mis plus de pognon sur la table et qu'ils ne pouvaient pas aller aux États-Unis. Et pourquoi ils ne pouvaient pas aller aux États-Unis? Vous savez pourquoi? Moi, j'ai lu pas mal d'articles et il y en avait un qui en parlait. Et en fait, c'est très simple. C'est que tu as des mécanismes européens qui permettent aux États maintenant de financer directement les entreprises avant que le projet se mette en place. C'est-à-dire que des startups qui n'ont jamais construit d'usine et qui ont besoin de fonds, ils peuvent demander des subventions de l'Europe. Par contre, s'ils vont aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, il faut construire l'usine et la rendre productive avant de toucher les subventions. Les subventions sont très grosses, mais l'investissement de départ, il faut l'amener et il faut que l'usine fonctionne. Ce qui fait que les États-Unis sont sûrs de subventionner des entreprises qui produisent des batteries. Quand l'Europe, eux, ils filent du pognon à des projets dont on ne sait pas si ça va aboutir en réalité. Donc en gros, le marché français est une sorte de rampe de lancement qui va permettre à ces entreprises de toucher des subventions et de construire leur première usine, de faire la démonstration que leur usine fonctionne avant, hop, de filer aux États-Unis. Comme ça, ils peuvent choper des crédits bancaires parce qu'ils ont la preuve que ça marche. Ils chopent les subventions une fois que l'usine est construite. Et là, l'énergie est beaucoup moins chère. Du coup, c'est beaucoup mieux au niveau du rendement et du profit. Et ce que je vous dis là, c'est pas des raisonnements que j'ai fait à partir de trucs. C'est ce qui est en train de se passer. Reprenons notre exemple avec le taïwanais Prolisium. Ils n'ont jamais construit d'usine. Ils se basent même sur une techno nouvelle de batterie solide dont personne ne sait si elle peut être industrialisée. Tout dans ce projet est spéculatif. Pour eux, l'objectif, c'est de profiter des subventions pour démontrer la fiabilité de leur techno et un jour intégrer le marché états-unien qui deviendra alors prioritaire sur le marché français. En réalité, rien ne dit si leur production sera rentable ou non, s'ils vont embaucher autant de personnes qu'ils promettent, s'ils arriveront à tenir la concurrence face à ces dizaines d'autres usines qui apparaissent partout dans le monde, qui sont souvent plus grandes, mieux organisées, avec plus d'expérience, avec une main-d'œuvre qui est moins chère et une énergie beaucoup plus abordable. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que ces usines, elles ont besoin de machines pour produire des batteries électriques. Et d'où viennent ces machines? Eh ben, d'entreprises chinoises. Et elles sont même mises en place par des entreprises chinoises et elles seront donc entretenues par des entreprises chinoises qui resteront maîtres de la technologie, histoire de garder un coup d'avance quoi qu'il arrive sur l'Europe. Ce qui crée une situation de totale dépendance entre les usines françaises et les entreprises chinoises qui vont pouvoir du coup se faire un maximum de profit et l'État chinois va pouvoir se servir de ça pour faire un beau chantage. C'est pour ça que quand je disais sur la nationalisation de Renault, c'était pas que des trucs un peu au pif. En fait, c'est que construire un hangar et acheter des machines chinoises pour les mettre dedans, ça, Renault peut le faire. Renault peut le faire, si on leur file du pognon, ils peuvent le faire. Stellantis peuvent le faire si on leur file du pognon et qu'on récupère de chez Total, par exemple. Le gouvernement a incité tous les projets d'usines à se lancer pour produire à terme 3,4 millions de batteries de voitures sur le territoire français par an, soit 3 fois plus de ce qui est nécessaire pour la consommation française. Ce qui fait que l'immense majorité de ces usines sont en réalité construites pour l'exportation. L'objectif étant de piquer le marché industriel européen jusqu'alors capté par l'industrie automobile allemande qui se retrouve boiteuse sans son accès au gaz russe bon marché et abondant. Ça va permettre à l'État français de combler un petit peu le déficit commercial qui devient véritablement problématique. Mais surtout, ça va permettre aussi de dire au monde de la finance, la France est l'avenir de l'industrie européenne, donc achetez notre dette s'il vous plaît. C'est à ça que ça sert aussi les investissements massifs et toutes les opérations de communication du président Macron. Et là, on est face à une boucle. Les financiers achètent de la dette française, permet à l'État de financer des subventions et des niches fiscales au prix d'un énorme déficit afin d'attirer les industriels et ça marche, les projets d'usines se multiplient, séduisant les financiers qui, voyant la France devenir un centre de production en Europe, se disent que l'État français sera capable de les rembourser même si le taux est élevé. D'où le fait qu'ils achètent encore aujourd'hui de la dette française. Et une fois que tu as compris ça, en fait, tu as compris totalement la logique de Macron puisque tout tourne autour de cette boucle. Ça explique notamment l'absence totale de taxes sur les super profits afin de garantir les profits immondes des financiers et des industriels pour qu'ils puissent continuer d'investir sur le territoire et d'acheter de la dette française.
française. Même si en faisant ça, il fait une croix sur des dizaines de milliards qu'il aura pu récupérer avec le budget de l'État. Et c'est pour ça aussi que Macron détruit l'assurance chômage pour que le rapport de force salarié-industriel soit toujours en faveur de l'industrie. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État ne lâche rien sur la réforme retraite, pour dire à tous les investisseurs que vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on protège vos intérêts. Et c'est pour ça qu'il y a autant de répression aussi des grèves et des manifestations, pour dire que quoi qu'il arrive, même avec une inflation sur l'alimentation à 17%, on fera tout pour ne jamais augmenter les salaires, c'est-à-dire on fera tout pour ne jamais toucher à vos profits. Et si le gouvernement détruit l'hôpital, la justice, l'école, le RSA et toutes ces choses, c'est pour récupérer quelques milliards qu'il va pouvoir réinvestir ensuite dans les subventions. C'est une logique destructrice qu'on développera plus précisément dans le prochain épisode de la série, donc n'hésite pas à t'abonner et à nous financer. Donc je le répète encore une fois, toute la société française est en train d'être transformée juste dans l'espoir d'avoir ces quelques milliards d'investissements venus d'entreprises privées alors qu'on n'en a pas besoin de ces investissements étrangers. On n'en a pas besoin. Imaginez la France sans la vente des entreprises stratégiques qu'a fait Macron et avec une vraie imposition sur les financiers, les industriels, les milliardaires. L'État aurait eu suffisamment de capitaux pour investir des centaines de milliards dans EDF, Total, Alstom Energy ou Radon Solar pour entamer une véritable transition énergétique. Chez Stellantis, ils auraient pu investir des milliards pour construire ces fameuses voitures électriques si c'est vraiment ça qu'il faut faire, ou alors des milliards pour Alstom pour développer le train et le tramway partout histoire d'avoir des transports en commun et dégager la bagnole. On aurait pu investir pour reconstruire des chaînes de production indépendamment de la Chine et des États-Unis, ce qui fait que la France n'aura pas juste été un pays usine, mais un vrai pays producteur. Et chaque bénéfice de ces entreprises aurait pu être réinvesti dans la production, dans l'augmentation des salaires ou dans le budget de l'État. Quand on a des industries françaises, on n'a pas besoin de se plier en quatre pour trouver des investissements étrangers et trouver des entreprises étrangères. Il y a juste besoin de prendre les capitaux là où ils sont et où ils ne servent à rien pour les mettre dans les bonnes entreprises pour produire les choses qui sont utiles pour nous. C'est pas compliqué l'économie en fait. D'où d'ailleurs la trahison absolue d'Emmanuel Macron de vendre des entreprises nationales aux États-Unis. Surtout qu'en France, on a encore la chance d'avoir de grandes entreprises qui ont peut-être certes délocalisé, mais qui ont toujours là et qui ont le savoir-faire pour construire des usines. On a la chance d'avoir des entreprises aussi nationales comme Naval Group. On a la chance d'avoir des capitaux parce que les entreprises là, elles génèrent beaucoup de profits et elles ont beaucoup de capitaux. On pense à Total par exemple. On a la chance d'avoir de l'énergie pas très chère en France à condition de sortir du marché européen des énergies. On a de la chance d'avoir une éducation nationale performante et d'avoir quasiment les meilleurs ouvriers du monde qui nous permettent donc de produire énormément en très peu de temps, contrairement à d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué d'organiser la production parce que manque d'ouvriers et manque d'ingénieurs. Donc arrêtons de vouloir chercher à tout prix des investissements étrangers n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel prix. Surtout pour enrichir des financiers et des industriels dont le seul objectif c'est la rentabilité et qui n'hésiteront pas à la première occasion à délocaliser ailleurs. Et tout ça pour produire de façon totalement chaotique des millions de batteries de voitures et des millions de voitures électriques. Bon Dieu, à quoi ça va servir? Est-ce que ça va résoudre le problème de l'inflation? Non. Est-ce que ça va résoudre le problème écologique? Non. Est-ce que ça va résoudre le problème de la guerre? Non. Ça va juste permettre à des industriels de se faire du profit à un moment de crise où c'est compliqué pour eux de se faire du profit. C'est la seule chose que ça va régler. Si on pense l'intérêt du peuple, il y a autre chose à faire que le projet d'industrialisation d'Emmanuel Macron, à condition que l'État joue un rôle d'organisateur de l'économie. Pas de toute l'économie, mais de ce qui est nécessaire. Et vu les crises auxquelles on doit faire face, un État qui régule et qui planifie, c'est juste vital. Donc dans les deux premières vidéos, on a vu ce qui s'est passé avant la réindustrialisation d'Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, on a parlé de cette réindustrialisation précise et dans la prochaine, on va parler de ce qui risque de se produire, c'est-à-dire une crise de surproduction. On va parler de la crise de 29, on va parler de la finance, on va parler des taux directeurs, on va parler de plein d'autres concepts qu'on a déployés déjà dans les précédentes vidéos et de nouveau. Donc ça va être très bien comme vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi et encore une fois, si tu as pu voir cette vidéo et apprendre des choses, c'est uniquement parce que l'année dernière, des centaines de personnes se sont mobilisées en finançant le Canard Réfractaire et en partageant sa campagne de financement. Et ce qui est clair, c'est qu'on n'arrivera pas cette année à boucler le financement sans qu'il y ait une mobilisation de votre part. Donc si vous trouvez notre travail utile, cette fois c'est nous qui avons besoin de vous. Partagez au maximum les vidéos du Canard, financez la cagnotte si vous en avez les moyens et incitez les militants autour de vous, que ce soit par Facebook, en vrai, par mail ou je ne sais quoi, de participer là aussi à la cagnotte. Bref, c'était un plaisir en tout cas de faire cette vidéo. À la prochaine et puis voilà.